Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qui a perdu le cœur a tout perdu. Combien d'enfants eut George Sand, Maurice, Solange et Chopin, dans une certaine mesure. 8 années de relation entre elle et Chopin, et pas entièrement passées à Majorque, là où la mer est turquoise, là où le regard se pose sur les cèdres, les orangers, les figuiers, les palmiers, les grenadiers, et là où règne, a priori, l'harmonie. Du reste, Majorque, il faut s'y rendre en bateau. On peut être malade. On peut y détester ou ne pas y supporter la cuisine. Bref, le climat n'y est pas toujours romantique à l'excès. Romantique, du reste, la relation Sand-Chopin, mais cet enfant est bien ombrageux, bien susceptible et bien jaloux. Et George Sand, selon André Mauroy, dont nous allons tout de suite entendre la conférence qu'il donna sur la chaîne nationale le 18 septembre 1950, George Sand, amoureuse maternelle, était une bonne femme de génie qui aimait faire des confitures et faire des romans comme des tricots. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons vu la dernière fois que l'amour dans l'indépendance avait été pour George Sand un échec autant que l'amour dans le mariage. Après Musset et Pagello, elle se crut de bonne foi pendant quelques semaines guérie des passions de l'amour. Ô surprenante candeur, est-on jamais guéri des passions tant qu'il reste espoir et jeunesse? Georges était comme un brave cheval de bataille, heureux après les combats de retrouver le calme des pâturages, mais qui, si la trompette sonne au loin, saute les barrières et galope au canon. Aussi, le poète et le docteur eurent-ils vite un successeur qui fut un avocat et homme politique, Michel de Bourges. Mais aujourd'hui, notre thème est une expérience toute différente, celle de l'amour qui essaye de se confondre avec l'amitié et la maternité. Nous parlerons donc de Sand et de Chopin, et je voudrais dire tout de suite que je suis loin de juger cet épisode avec autant de sévérité que l'ont fait la plupart des biographes de Chopin. Juger est facile, agir est difficile, bien agir lorsqu'il s'agit des passions est ce qu'il y a au monde de plus difficile. Vous verrez que le problème posé à George Sand par le caractère de Chopin ne comportait pas de solution parfaite et durable. À quoi vous pourriez répondre, pourquoi s'est-elle attaquée à ce problème? Mais j'espère vous montrer qu'elle croyait avoir de bonnes raisons et qu'elle espérait faire du bien à Chopin. Vous me direz qu'il n'y a rien de plus redoutable qu'une femme qui veut faire du bien à un homme. Peut-être, mais ce qui est redoutable n'est pas nécessairement condamnable. Commençons par exposer les faits. Frédéric Chopin avait été amené chez George Sand par un autre grand musicien, Franz Liszt, de qui Musset, pendant quelques jours, fut jaloux. En quoi il avait tort? Non que Sand n'eût étudié de son beau regard interrogateur Liszt qui était beau, génial et séduisant, mais c'était Liszt qui ne pensait pas à Sand. Il la trouvait trop virile pour son goût. Liszt avait besoin d'une femme très femme, au sens où l'entendent les hommes, ce qui veut dire une femme qui consent à paraître telle que les hommes la veulent et telle que ne fut jamais aucune femme. Il crut à tort trouver cette sylphide en Madame d'Agoult, née Marie de Flavigny, comtesse diaphane, ce qui est une manière poétique de dire trop maigre, blonde aux yeux bleus, cultivée, polyglotte et brillante, qui en 1835 quitta pour lui son mari, sa fille, l'hôtel d'Agoult, le château de Croissy et le Monde. Une amoureuse qui se conduisait comme les héroïnes de ses romans devait piquer la curiosité de George Sand. Liszt la lui amena dans son grenier romantique. Jamais deux femmes ne furent plus différentes. Toutes deux avaient du talent, de l'intelligence et du courage, mais la comtesse Marie aimait les attitudes, elle ne se sentait à l'aise, disait Liszt, qu'en robe de 1000 francs et dans un salon. La grande Georges se plaisait à courir les bois en blouse de toile et pantalon de paysan. Madame d'Agoult, bien qu'elle eût déserté le faubourg Saint-Germain, ne laissait pas oublier qu'elle était bien née. George Sand, descendante et cousine de roi,
ne parlait que de sa mère l'ouvrière et de son grand-père l'oiseleur. Mais les antipathies féminines prennent souvent, au début, figure d'amitié. Des forces qui se savent puissantes et contraires se respectent. D'ailleurs, toutes deux tenaient à Liszt, l'une comme amie, l'autre comme amante, et Georges romancière trouvait plaisir à observer les finesses comme les erreurs de Marie. Les deux tigresses firent patte de velours, on se jura une amitié éternelle, on se donna des surnoms, Marie Dagout fut la princesse Arabella, George Sand le docteur Pifoel à cause de son nez aquilin. L'on se retrouva en Suisse où Liszt et Georges scandalisèrent les hôteliers et parfois Marie par leur gaieté frondeuse. Et ce fut par Liszt que Sand connut Frédéric Chopin, qui semblait, comme elle l'eût dit, avoir été créé pour elle par la Providence. Il faut se souvenir que Sand, formée par son exquise grand-mère, était profondément musicienne. Elle parlait musique avec un goût pur, sévère et grave. Elle connaissait la musique classique et même la moins connue. Relisez Consuelo et vous verrez comme elle sait parler du chant. Ses amis musiciens tenaient grand compte du jugement de Sand et Liszt, qui n'aimait pas toujours en elle la femme, louait la musicienne. Or, elle trouvait en Chopin un génie musical qui parlait à l'âme, qui savait exprimer à la fois l'angoisse, la rêverie, l'héroïsme, et qui, dès son arrivée, avait conquis Paris. Le jeune musicien polonais avait 7 ans de moins que Georges. Il était faible, malade, fiévreux, autant de traits irrésistibles pour la maternelle infirmière. Et il était beau, une taille moyenne et élancée, des mains longues, effilées, de très petits pieds, des cheveux d'un blond cendré tirant sur le châtain, des yeux bruns, plutôt vifs que mélancoliques, un nez busqué, un sourire très doux, une voix un peu sourde, et dans toute sa personne quelque chose de si noble, de si indéfinissablement aristocratique, que tous ceux qui ne le connaissaient pas croyaient voir en lui un grand seigneur exilé. Les rêveries de Chopin, lorsqu'il se mettait au piano, prenaient forme de confidences intimes et d'anxieuses interrogations. Sand, qui, petite fille, allait s'asseoir sous le clavecin de son aïeul pour en goûter le poétique abri, entendait mieux que personne ce langage des sons. Qu'elle a bien parlé de Chopin pianiste. S'il s'assied au piano, nous ne saisissons d'abord qu'un dessin vague et incertain. Nos yeux s'emplissent peu à peu de teintes douces. Puis la note bleue résonne et nous voici dans l'azur de la nuit transparente. Des nuages légers prennent toutes les formes de la fantaisie. Ils remplissent le ciel, ils viennent se presser autour de la lune qui leur jette de grands disques d'opale et réveille la couleur endormie. Soudain, la mélodie qui flottait incertaine sur les vagues de son s'affirme, se fait souveraine et précise. Un chant sublime s'élève. Écoutez cette musique divine, nul autre que Chopin n'aurait pu la rêver. Ajoutez que Liszt et Madame Dagout admiraient Chopin et que Marie, ayant conquis France, se serait marqué un point contre elle que d'annexer Chopin. Tout s'unissait donc pour inspirer à Sand le désir de s'attacher le génial et frêle musicien. Cette conquête n'était pas facile. Chopin, être délicat, céleste, et comme dépaysé sur la terre, avait horreur de toute vie de bohème, de toute discussion bruyante, de tout débraillé dans la tenue et surtout de tout scandale. Son climat favori était celui d'un salon admirablement meublé, plein de femmes titrées, toutes belles, musiciennes, et prêtes à écouter dans une demi-obscurité un nocturne qui fut aussi une confession. Il aimait à plonger un noble auditoire dans un recueillement profond et dans une douloureuse mélancolie, puis à l'animer soudain de sentiments héroïques en chantant la Pologne martyre. En politique, Chopin était conservateur, en amour, il était tendre et timide, un platonisme volage convenait à la faiblesse de son tempérament. Au demeurant, homme assez malheureux, dont toute la vie n'était qu'une immense dissonance. Lors de leur première rencontre, il avait porté un jugement très sévère sur la romancière qui s'habillait en homme et fumait le cigare, qui tutoyait ses étranges amis, qui avait rompu avec tout monde autre que celui des arts et qui affichait des idées démocratiques et socialistes. Qu'elle était différente des belles polonaises angéliques et blondes qu'il avait jusqu'alors aimées chastement. L'on comprend qu'il ait refusé d'aller chez elle et qu'après sa visite à l'Hôtel de France, il ait dit « Quelle femme antipathique que cette Sand! Est-ce vraiment une femme? Je suis prête à en douter. » Mais un homme résiste mal à l'admiration d'une femme intelligente et belle, et ses préventions fondirent vite à la chaleur d'une amitié tendre.
George Sand ne ressemblait pas à la femme irréelle qu'appelait l'âme mystique du musicien. Mais la jeune fille polonaise avec laquelle il avait été fiancé, Marie Wodzinska, se détachait de lui et il avait besoin de consolation. Dans le journal de Chopin, déjà Sand apparaît en octobre 1937. « Je l'ai revue 3 fois, écrit-il. Elle me regardait profondément dans les yeux pendant que je jouais. C'était de la musique un peu triste, légende du Danube. Mon cœur dansait avec elle au pays. Et ses yeux dans mes yeux, ses yeux sombres, ses yeux singuliers, que disait-il? Elle s'appuyait sur le piano et ses regards m'inondaient. Des fleurs autour de nous, mon cœur était pris. Je l'ai revue 2 fois depuis, elle-même. Aurora, quel nom charmant. » Il trouvait en George Sand une force qui malgré lui l'attirait parce qu'elle le soutenait. Une musicienne capable de l'apprécier, de l'inspirer, même de le conseiller, une femme généreuse de sa personne qui ne demandait qu'à se donner. Malgré sa nature réticente et comme frileuse, Chopin devait être tenté. Pourtant, en 1837, année où Liszt et Marie Dagou firent 3 séjours à Nord, ce fut en vain que Sand demanda que le petit, c'était ainsi qu'elle appelait Chopin, vint les y rejoindre. Elle avait d'ailleurs alors un nouvel amant. Ayant rompu avec Michel de Bourges, elle l'avait remplacé par Félicien Malfy, jeune écrivain qu'elle avait choisi à la fois pour précepteur de ses enfants et pour maître de son cœur. Mais c'était peu de chose que Malfy, et l'on était prête à l'envoyer en mission à Londres ou au diable si Chopin venait. Le long séjour à Nord de Liszt et de Madame Dagou eut son charme. Nul mieux qu'un musicien de génie n'embellit la vie d'une maison plongée comme Nord au cœur de la nature. La musique exprime pour chacun ses pensées les plus secrètes. Imaginez Georges assise sur le perron, l'oreille attentive au roi des zones que joue Franz Liszt, pendant que la princesse Arabella se promènera dans l'ombre autour de la pelouse, enveloppée d'un voile de mousseline blanche. Dans les ténèbres des feuillages, le rossignol placera son point d'orgue extatique. Alors Liszt, abandonnant Schubert, improvisera. J'aime, disait Sand, ces phrases entrecoupées que Liszt jette sur le piano et qui restent un pied en l'air, dansant dans l'espace comme des follets boiteux. Les feuilles des tilleuls se chargent d'achever la mélodie tout bas avec un chuchotement mystérieux, comme si elles se confiaient l'une à l'autre les secrets de la nature. Cependant, Georges observait Marie. La femme jugeait la femme, la romancière faisait son miel. Elle apercevait dans cette liaison, dont le second enfant allait naître en décembre, les premières fissures. Elle eût été plus qu'humaine, ou plus que féminine, si elle n'y avait pris un vague plaisir. Quand Balzac, le 24 février 1838, vint la voir, elle lui dit qu'il y avait, en ces amants enchaînés par leurs fautes sociales comme d'autres par les liens sociaux, et qui déjà, pensait-elle, ne s'aimaient plus, un beau sujet de roman, les galériens de l'amour. Qu'elle ne pouvait écrire elle-même ce livre étant l'amie de Franz et de Marie, mais qu'elle lui donnait le sujet à lui Balzac. Il allait en faire un chef-d'œuvre, Béatrix. Une lettre de Balzac à Madame Hanska fait le point sur l'état d'esprit de la camarade Sand, comme il dit, en cet hiver 37-38. Il l'a trouvée au physique engraissé. Pas un seul cheveu blanc malgré ses malheurs. Son teint bistré n'a pas varié, ses yeux sont aussi étincelants. Ils se sont fait des confidences sur Musset, sur Sandeau, et la voilà, dit Balzac, dans une profonde retraite, condamnant à la fois le mariage et l'amour, parce que dans l'un et l'autre état, elle n'a eu que déception. Son mâle était rare, voilà tout. Il le sera d'autant plus qu'elle n'est pas aimable, et par conséquent qu'elle ne sera que difficilement aimée. Elle est garçon, elle est artiste, elle est grande, généreuse, dévouée, chaste, elle a les traits de l'homme, ergo, elle n'est pas femme. Je ne me suis pas senti plus qu'autrefois près d'elle, en causant pendant 3 jours, à cœur ouvert, atteint de cette galanterie d'épiderme que l'on doit déployer en France pour toute espèce de femme. Enfin, c'est un homme, et d'autant plus un homme qu'elle veut l'être, qu'elle est sortie du rôle de femme et qu'elle n'est pas femme. La femme attire et elle repousse, et comme je suis très homme, si elle me fait cet effet-là, elle doit le produire sur les hommes qui me sont similaires. On s'étonnera de voir Balzac écrire que Sand est chaste. Mais en dépit de toutes les cavalcades antérieures, c'est pourtant vrai. La sensualité, l'union des corps, n'est à ses yeux qu'un complément nécessaire, mais non essentiel, de l'union mystique des esprits. Elle va le prouver à nouveau dans le cas de Chopin, car elle n'a cessé de penser à lui tout l'été.
L'image de ce fin visage est venue danser au bout de sa plume et l'a même quelquefois empêchée d'écrire, ce qui est chez elle un redoutable signe. Quand elle regagne Paris, elle le revoit souvent. Parfois, tous deux restent seuls le soir, et alors, dit Sand, ils se livrent au vent qui passe, et c'est alors un embrassement céleste. Mais avec Chopin, le temps est variable dans la saison des amours. On dit beaucoup de oui, de non, de si, de mais dans une semaine, et souvent on dit le matin, décidément ceci est intolérable, pour dire le soir, en vérité c'est le bonheur suprême. La timidité et la pudeur excitent plus sûrement que la coquetterie, qui les imite avec moins de naturel. Cet homme distant qui se refusait affola Georges. Et c'est dans ce climat sentimental, changeant, incertain, qu'au début de l'été 1838, elle écrivit au meilleur ami de Chopin, le comte Albert Gmala, une lettre de 32 pages qui a été, je crois, trop sévèrement jugée. On s'est tantôt indigné, tantôt diverti, parce que Sand y parle franchement de choses auxquelles tous les êtres humains pensaient alors sans les dire. En un temps d'hypocrisie, toute sincérité semble cynisme. Posons nettement la question une dernière fois, écrit Sand à l'ami de Chopin, parce que de votre réponse sur ce sujet dépendra toute ma conduite à venir. Votre évangile est le mien quand il prescrit de songer à soi en dernier lieu et de n'y pas songer du tout quand le bonheur de ceux que nous aimons réclame toutes nos puissances. Écoutez-moi bien et répondez clairement, catégoriquement, nettement. De quoi s'agit-il? D'abord de savoir si la jeune Polonaise Marie Wodzinska, que Chopin veut ou doit ou croit devoir aimer, peut encore faire son bonheur. Sand ne veut pas jouer le rôle de mauvais ange, elle ne veut pas être la femme fatale qui lutte contre une amie d'enfance si celle-ci est belle et pure. D'autre part, Sand elle-même est comme mariée, dit-elle, avec un être excellent, parfait sous tous les rapports, du cœur et de l'honneur, il s'agit évidemment de Malfy, un être qui s'est donné à elle entièrement, absolument, et qu'elle ne veut pas abandonner. Si notre petit, c'est-à-dire Chopin, elle sait que ce serait mal si elle avait eu le loisir de combattre et de raisonner. Mais elle a été envahie tout à coup, et il n'est pas dans sa nature de laisser la raison gouverner son être quand l'amour s'en empare. Ici, nous retrouvons Rousseau et la morale du cœur. En tout cas, dit-elle, la possession n'accroîtrait pas la faute. La moindre caresse consomme l'infidélité. Qui a perdu le cœur a tout perdu. Si un homme et une femme veulent vivre ensemble, ils ne doivent pas faire outrage à la nature en reculant devant l'union complète. Pour Chopin et elle, s'ils décident de ne pas vivre ensemble, elle consent au besoin à lui imposer ce sacrifice de rester chaste, mais à la condition qu'il le fasse par respect pour elle, ou même par fidélité à une autre, mais non pas par mépris des grossièretés humaines à la manière des défauts. Voilà cette lettre fameuse. On a dit, mais quel cynisme! Elle veut avoir Chopin, garder Malfy, et elle cherche des prétextes vertueux pour se persuader qu'elle ne poursuit que le bonheur des deux jeunes hommes. Peut-être, mais tout de même, soyons sincères avec nous-mêmes. Qui, parmi les êtres passionnés, ne recourt à quelque casuistique quand il s'agit de concilier la vie sentimentale et la vie des sens? Sand nous demande, mais comment donc vivez-vous, vous tous tant que vous êtes? Que faites-vous de vos yeux, de vos oreilles et de votre mémoire? Vous m'appelez cynique de cœur parce que je vois et que je me souviens, parce que je rougirais de devoir à l'aveuglement ou à l'hypocrisie cette fausse bonté qui vous fait, vous, à la fois dupe et fripon. Est-ce qu'elle a entièrement tort? La pécheresse qui se reconnaît comme telle est presque toujours acceptée, absoute par les moralistes, parce qu'en s'accusant, loin d'affaiblir les principes, elle les consolide. Byron ou Baudelaire, débauchés mais torturés, sont encore des témoins de la vertu par leur torture même. C'est la sérénité, c'est la bonne conscience du rebelle qui exaspère la société. Ce que l'hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, ne supportera jamais dans cette lettre de Sand, c'est sa tranquille franchise. Et c'est surtout qu'elle ait été écrite par une femme. Transposée, et vous trouverez non pas un homme, mais presque tous les hommes. Or, Sand vit en homme,
c'est son originalité, sa faiblesse, et croit-elle son honneur. Le problème d'ailleurs était différent de ce que l'extrême réserve de Chopin avait permis à Sand d'imaginer. Les fiançailles avec Marie Wodzinska avaient en fait été rompues dès l'année précédente, et c'était parce qu'il souffrait, parce qu'il avait besoin d'une tendresse généreuse, qu'il s'était laissé aller à chercher dans les bras de Sand une douceur apaisante. On ne sait ce que répondit Gzemala, mais il dut rassurer Georges, car elle revint aussitôt de Nohant à Paris. Les scrupules de Chopin s'évanouissaient peu à peu. Malfy, lui, n'avait jamais pesé très lourd dans les projets de Sand. Quand il se permit d'être jaloux et même menaçant, on le fit sermonner. Dites-lui bien que les femmes n'appartiennent pas à l'homme par droit de force brutale. Et après quelques cris, il s'effaça, non sans souffrir. Restait à vaincre l'extrême pudeur de Chopin, qui craignait le scandale, le jugement de ses amis, le jugement de sa pieuse famille, et qui ne voulait pas faire un éclat en affichant à Paris George Sand. Le seul moyen était de quitter Paris, de voyager. Or, les médecins recommandaient au fils de Sand, Maurice, qui était mal portant, un climat doux. C'était aussi, croyait-il, ce dont avait besoin Chopin. Il fut donc décidé que Sand partirait pour l'Espagne et que l'on se retrouverait à Perpignan pour aller ensemble aux Baléares. Des amis espagnols, le consul Marliani, le ministre Mendizabal, avaient recommandé Majorque, et au début, l'amour aidant, malgré le total manque de confort, tout parut beau à Chopin. Je me trouve à Palma, écrivait-il, sous des palmes, des cèdres, des aloès, des orangers, des citronniers, des figuiers et des grenadiers. Le ciel est en turquoise, la mer en lapis lazuli, les montagnes en émeraude, l'air est juste comme le ciel. Le jour, il y a du soleil, tout le monde s'habille comme en été et il fait chaud. La ville, comme tout ici, rappelle l'Afrique. Bref, une vie délicieuse. Cette lune de miel fut brève. Le temps se gâta. La maison du vent, humide et sans cheminée, que leur avait louée un seigneur Gomez, s'avéra inhabitable. Chopin se mit à tousser de manière inquiétante et suspecte. Il devint pour la population de l'île un objet d'horreur et d'épouvante à cause de la contagion possible. Le seigneur Gomez mit ses locataires à la porte. Il fallut quitter la maison du vent et aller s'installer dans un couvent en ruine, abandonné par les moines expulsés, la chartreuse de Valdemosa. Un réfugié politique qui devait quitter précipitamment le pays leur céda son mobilier et sa cellule. Ils partirent à la mi-décembre pour cette retraite de montagne à travers les bruyères et les asphodèles. Montagne verdoyante, rochers fauves, palmiers solitaires, perdus dans un ciel rose, le décor, les jours de soleil, étaient sublimes. Mais, sous beaucoup de rapports, le séjour à Valdemosa fut un fiasco épouvantable. Chopin, ne supportant pas la cuisine du pays, Sand devait elle-même préparer ses repas. Elle était là à son affaire, soigner, cuisiner, explorer les boutiques de Palma, errer sous la pluie avec les enfants, traverser en mauvaise voiture des torrents gonflés, et en même temps refaire l'Élia, écrire un autre roman, Spiridion, car il fallait de l'argent, et Bulos, qui subvenait aux besoins des voyageurs, réclamait avec raison de la copie. Ce régime convenait à sa forte nature. Les aigles volaient au-dessus de leur lit. Souvent, le brouillard enveloppait la montagne, et la petite lampe qui les aidait à se diriger dans le cloître désert prenait l'air d'un feu follet. Jamais demeure ne fut plus romantique. Chopin travaillait dans sa cellule aux portes plus hautes que les portes cochères de Paris, point frisé, point ganté de blanc, mais pâle comme à l'ordinaire. Il avait enfin reçu son pianino, son petit piano, retenu à Palma longtemps dans les griffes de la douane. Sur ce piano, on voyait les œuvres de Bach et ses propres gribouillages, mais il souffrait d'être privé de ses habitudes et de ses objets familiers. Il composa, pendant le séjour à Majorque, des ballades et des préludes, dont plusieurs furent inspirés par les angoisses de Chopin, tandis que Georges, parti avec ses enfants pour quelques promenades nocturnes, tardait à rentrer. Nous nous hâtions, écrit Sand, en vue de l'inquiétude de notre malade. Elle avait été vive, en effet, mais elle s'était comme figée en une sorte de désespérance tranquille, et il jouait, quand nous rentrâmes, un admirable prélude en pleurant. En nous voyant entrer, il se leva, en jetant un grand cri, puis il nous dit d'un air égaré, d'un ton étrange, « Ah, je le savais bien, que vous étiez mort. » Quand il eut repris ses esprits et qu'il vit l'état où nous étions,
il fut malade du spectacle rétrospectif de nos dangers. Mais il m'avoua ensuite qu'en nous attendant, il avait vu tout cela dans un rêve, et que, ne distinguant plus ce rêve de la réalité, il s'était calmé et comme assoupi en jouant du piano, persuadé qu'il était mort lui-même. Il se voyait noyé dans un lac, des gouttes d'eau pesantes et glacées lui tombaient en mesure sur la poitrine, et quand je lui fis écouter le bruit de ces gouttes d'eau qui tombaient en effet en mesure sur le toit, il nia les avoir entendues. Il se fâcha même de ce que je traduisais par le mot d'harmonie imitative. Il protesta de toutes ses forces, et il avait raison, contre la puérilité de ces imitations pour l'oreille. Son génie était plein des mystérieuses harmonies de la nature, traduites par des équivalences sublimes dans sa pensée musicale, et non par une répétition servile des sons extérieurs. Sa composition de ce soir-là était bien pleine des gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la Chartreuse, mais elles étaient traduites dans son imagination et dans son chant par des larmes tombant du ciel sur son cœur. Il en écrivit à la Chartreuse beaucoup d'autres, et dans ce climat romantique, il composa bien des chefs-d'œuvre. Mais il avait pris Majorque en horreur, et le séjour devint vite un supplice pour lui, un tourment pour Sand. Chopin malade était difficile à vivre, désespérant, dit Sand. Enfin, ils décidèrent le départ et firent un affreux voyage de retour, un voyage à bord d'un bateau où l'air était empesté par toute une cargaison de cochons vivants. Le capitaine avait donné la plus mauvaise couchette à Chopin. Celui-ci eut des craquements de sang et fut à 2 doigts de la mort. Sorte que quand ils arrivèrent à Marseille, ils durent y passer 3 mois pour le soigner avant de se remettre en route. Georges s'occupa de lui avec affection et compétence. Où en étaient leurs sentiments à tous deux après cette dure expérience de Majorque? Chopin était encore plus amoureux qu'avant le départ. Mais Sand, elle, savait maintenant que Chopin serait pour elle une charge qu'elle acceptait. Elle l'intégrait dans sa famille. Elle aurait désormais, disait-elle, 3 enfants, Chopin, Maurice et Solange. Elle doit vivre pour eux et pour son art, et elle va essayer de le faire pendant 8 ans avec une constance méritoire. Ses amis comprennent que sa vie prend une autre tournure, pleine d'une intimité doucement patriarcale. L'inclusion de Chopin dans le cercle de famille est acceptée, aussi bien par les fidèles berrichons que par les visiteurs parisiens. Presque tous les amis terminent leurs lettres par les phrases de ce genre: « J'embrasse Chopin, Maurice et Solange. Je salue Solange, Chopin et Maurice. » La situation était d'ailleurs rendue plus facile par l'extrême décence de Chopin, qui ne parlait jamais de Sand qu'en l'appelant « mon hôtesse » ou « la maîtresse de séance ». Tout cela est plus touchant que blâmable. Ce premier été à Naux fut très heureux. Chopin n'aimait pas complètement la campagne, il ne pouvait participer à la vie de plein air qui enchantait Sand et les enfants. Son manque de santé ne lui permettait pas les longues marches au soleil, ni les escalades dont Georges se faisait un jeu et qui essoufflaient Chopin. Mais tout de même, il se sentait mieux, il faisait des progrès de santé par cette cure de repos, et son piano chantait du matin au soir. Le goût musical de son amie lui était précieux. Elle était une fine écouteuse, et à force de le connaître, elle le comprenait comme il se comprenait lui-même, et en l'écoutant jouer, elle suivait sa vie intérieure, une vie toujours secrète, dont seule la musique était l'expression mystérieuse et vague. Voici un journal de Chopin d'octobre 39. Ils me disent que je vais mieux, la toux et les douleurs ont cessé, mais je ressens un mal au fond de mon être. Les yeux d'Aurora se sont voilés, ils ne brillent que lorsque je joue. Alors le monde devient clair et beau. Mes doigts glissent doucement sur le clavier, sa plume vole sur le papier. Elle peut écrire en écoutant la musique. De la musique au-dessus, à côté, musique de Chopin, douce, mais claire comme des paroles d'amour. Oh, pour toi, Aurora, je ramperai sur le sol. Rien ne me serait trop. Je te donnerai tout. Un regard, une caresse de toi, un sourire de toi lorsque je suis fatigué. Je ne veux vivre que pour cela. Pour toi, je veux jouer de douces mélodies. Mais ne seras-tu pas trop cruelle, chérie, avec tes yeux voilés?
ne seras-tu pas trop cruel? Était-elle donc cruelle avec lui? Pas exactement, mais il y avait une nuance de condescendance dans son affection. Non qu'elle admirât moins le musicien et le poète, seulement il était peu fait pour les plaisirs de l'amour. Toujours malade, il ne les supportait pas, et malgré ses supplications, Sand très tôt l'astreignit à une modération qui plus tard devint abstention totale. Cela se sent au ton des lettres, mon cher petit. Vraiment, c'est un amour bien plus maternel que sensuel. Et beaucoup plus tard, Sand écrira au confident de leur couple, Albert Gemala, en 1847, « Il y a 7 ans que je vis comme une vierge avec lui et avec les autres. Je me suis vieilli avant l'âge, sans effort ni sacrifice, tant j'étais las de passion et désillusionné et sans remède. Si une femme sur la terre devait lui inspirer la confiance la plus absolue, c'était moi, il ne l'a pas compris. Je sais que bien des gens m'accusent, les uns de l'avoir épuisé par la violence de mes sens, les autres de l'avoir désespéré par mes incartades. Je crois que tu sais ce qui en est. Lui, il se plaint à moi de ce que je l'ai tué par la privation, tandis que j'avais la certitude de le tuer si j'agissais autrement. » Naturellement, la famille ne pouvait passer toute l'année à Nohant. Chopin donnait des leçons de piano et devait retourner à ses élèves. Sand elle-même souhaitait vivre à Paris par économie. À Nohant, la maison était très lourde. La châtelaine, pillée, ne voulait pas réduire son train pour ne pas, disait-elle, être accusée de crasse. Chaque jour, des amis s'invitaient et on était 12 dans la maison avant même qu'elle fût levée. Elle y dépensait 1500 francs par mois. À Paris, la moitié seulement. Donc toute la famille s'installa à Paris. Au début, George Sand avait 2 pavillons séparés de la rue par un vaste et joli jardin, 16 rue Pigalle, et Chopin un appartement 5 rue Tronchet. Mais Chopin avait besoin à la fois d'un appui moral constant et de soins vigilants, et il finit par habiter chez elle rue Pigalle. Sand continuait à parler de lui avec tendresse. Il est toujours bon comme un ange. Sans son amitié parfaite, délicate, je perdrais souvent courage. Chopin toussaille son petit train. C'est toujours le plus gentil, le plus modeste et le plus caché des hommes de génie. Pour des raisons d'économie, elle ne l'emmena pas à Nohant et n'y alla pas elle-même en 1840, mais les 6 étés suivants, de 41 à 46, elle y refit le nid de ses 3 poussins. Ce fut alors, dans cette vaste maison de Nohant, au milieu des arbres et des fleurs, une vie très belle. Du matin, des bouffées de musique, s'échappant du piano de Chopin, montaient jusqu'à Georges qui travaillait au-dessus de lui, mêlé à l'odeur des rosiers et au chant des oiseaux. Quand Pauline Viardot était là, elle chantait, accompagnée par Chopin, de vieilles partitions presque inconnues, de Porpora, de Marcello, de Martini, ce Porpora de Naples que George Sand va ressusciter dans Consuelo. Le Don Juan de Mozart était aux yeux des 3 amis le beau idéal. Mozart et Bach ne quittaient jamais le pupitre. Souvent Delacroix, Chopin et Maurice aussi, qui avait maintenant 20 ans passés, parlaient de leurs arts, et Sand écoutait rêveusement. Ce fut Chopin qui inventa le théâtre de Nohant. Au début, il improvisait au piano, tandis que les jeunes gens mimaient des scènes ou dansaient des ballets comiques. Il les conduisait à sa guise et les faisait passer selon sa fantaisie du plaisant au sévère, du burlesque au solennel, du gracieux au passionné. Chopin lui-même avait un véritable génie de mime et de temps à autre se levait et apparaissait derrière le piano pour faire une extraordinaire imitation de l'empereur d'Autriche ou d'un vieux juif polonais. Ajoutez les promenades en forêt, Chopin sur son âne, les autres à pied, les danses villageoises sur la pelouse, avec des joueurs de cornemuse qui donnèrent à Sand le sujet de son roman Les Maîtres sonneurs. Pensez à ces chefs-d'œuvre qui grandissaient côte à côte, fraternellement, un tableau de Delacroix, un roman champêtre de Sand, une polonaise de Chopin, et vous aurez quelque idée de l'éclat joyeux, charmant de ce paradis romantique. Rien ne donnerait une idée plus fausse que de peindre, comme l'ont fait quelques biographes, un Chopin toujours malade, dévoré par une bacchante inassouvie. L'influence de Sand sur son œuvre fut entièrement bienfaisante, tant par les conseils qu'elle lui donna que par les soins qu'elle lui prodigua. Chopin fut, en ses étés de Nohant, aussi satisfait qu'il le pouvait être, étant donné son état. Malheureusement, ni son caractère, ni sa maladie ne lui permettaient de l'être longtemps. Beaucoup d'amis plaignaient Georges. Mickiewicz, bien que compatriote, disait que Chopin était le mauvais génie de George Sand, son vampire moral, sa croix, et qu'il finirait par la tuer. Madame Juste Olivier, après un dîner chez eux, jugea douteux que Chopin pût faire le bonheur de Sand. C'est, écrivait-elle, un homme d'esprit, de grand talent, charmant,
mais de cœur, je ne crois pas. Jugement très injuste. Chopin avait du cœur, mais, comme tous les nerveux, il était tellement obsédé de ses répugnances qu'il n'arrivait pas à se mettre à la place des autres, ce qui est le secret de l'amitié. Imaginez à quel point Chopin devait être difficile à vivre pour une George Sand qui avait une simplicité démocratique, une absence de toute contrainte et une brusquerie presque masculine. Elle tenait de sa mère des goûts populaires. Ses confitures étaient sa fierté. Elle faisait des romans comme on fait du tricot ou du crochet. Elle était, a dit admirablement Pauline Viardot, une bonne femme de génie. À sa grand-mère Dupin de Franqueuil, elle devait des manières de grande dame et ce goût infaillible, qui l'avait poussé d'ailleurs vers la distinction de Chopin, mais sa nature profonde exigeait une liberté que Chopin ne pouvait lui accorder. Cependant, malgré les désaccords superficiels, elle continuait de veiller sur lui avec affection. Partait-il seul pour Paris, qu'elle s'empressait de prévenir leur amie Madame Marliani, afin qu'il eût de l'eau chaude pour sa toilette et trouvât sa chambre aérée. Voici mon petit Chopin, je vous le confie, ayez-en soin malgré lui. Il se gouverne si mal quand je ne suis pas là, et il a un domestique bon mais bête. Je ne suis pas en peine de ses dîners parce qu'il sera invité de tous les côtés, mais le matin, dans la hâte de ses leçons, je crains qu'il n'oublie d'avaler une tasse de chocolat ou de bouillon que je lui entonne malgré lui quand j'y suis. Et de son côté, le petit Chopin, son chip, sa chipette, son Chopinski, comme elle disait, lui demeurait tout dévoué. Quand elle gardait le lit, ce qui lui arrivait assez souvent car elle se plaignit toute sa vie de son foie et de son intestin, il fallait le voir dans l'exercice de ses fonctions de garde-malade, zélé, ingénieux, fidèle. Il continuait d'ailleurs à communier dans l'amour de la beauté. Un soir, par exemple, elle parla devant lui, comme elle savait le faire, de la paix de la campagne et des merveilles de la nature. « Comme c'est beau ce que vous avez raconté, » dit Chopin quand elle eut fini. « Vous trouvez, répondit Sand, eh bien, traduisez cela en musique. » Et aussitôt Chopin improvisa une véritable symphonie pastorale. Georges, debout à côté de lui, une main gentiment posée sur son épaule, murmurait « Courage, doigt de velours ». Voilà le genre de scène qu'il ne faut jamais oublier quand on se mêle de juger ce couple. Mais l'opposition des deux natures avait dès le début mêlé à cet amour des éléments de conflit futur. L'amour n'est plus ici, écrivait Mademoiselle de Rosières, au moins d'un côté, celui de Sand, mais la tendresse, le dévouement, mêlés selon les jours de regrets, de tristesse et d'ennui. Avec les enfants devenus grands, tout n'allait pas pour le mieux. Maurice craignait que la constante présence de Chopin chez sa mère ne fût cause de scandale. Solange, tantôt se moquait de Chopin, tantôt jouait avec lui la coquette et naturellement réussissait, car étant la seule de la maison qui ne le traitait pas en enfant gâté, elle le fascinait. Il faut ajouter que la santé de Chopin devenait moins bonne et que la mort de son père avait été pour lui un coup très dur. Il était de plus en plus ombrageux, susceptible et jaloux. Plus taquin, disait Sand, et cherchant des poux dans la tête des gens plus que de coutume. Moi j'en ris, Mademoiselle de Rosières en pleure, Solange lui rend coup de dent pour coup de griffe. George Sand, elle, se soulageait, comme fait toujours un écrivain, en faisant un roman de ses malheurs. Ce roman, c'était Lucrezia Floriani, et elle y peignait, avec les déformations et transpositions qu'exige l'art, l'étrange couple qu'elle formait avec Chopin. Elle a nié plus tard, comme tout romancier, que Lucrezia fut une image d'elle-même, mais il suffit de lire pour la reconnaître. Cette grande actrice italienne, qui, encore jeune, s'est retirée à la campagne pour y élever ses enfants, ressemble à sa créatrice comme une sœur. Elle a eu des aventures nombreuses, dont elle s'absout, comme Sand elle-même. Elle n'est pas une courtisane, puisqu'elle a toujours donné à ses amants et qu'elle n'a rien reçu, même de ses amis. Elle a beaucoup aimé, mais jamais sans le sincère désir d'une vie commune et l'illusion d'une fidélité éternelle. Elle a eu des passions de 8 jours, et même d'1 heure, mais chaque fois en croyant qu'elle y vouait toute sa vie, et on sait qu'aux yeux de Sand, ce ferme propos suffisait. Or, Lucrezia, qui croit finie pour elle la vie des sens, rencontre un adolescent adorable, doux, sensible, exquis en toutes choses, un ange beau de visage comme une grande femme triste, pur et svelte de forme, avec une expression chaste et passionnée. Nous retrouvons ici Chopin, qui se nomme dans le roman Carole.
Le prince Carol aime une chimère de femme qu'il a créée à son image. Il est plus aimable qu'aimant, mais comment le deviner? Sa ravissante figure prévient en sa faveur. La faiblesse de sa constitution le rend intéressant aux yeux des femmes, plus exactement aux yeux des amoureuses maternelles, comme Sande et Lucrezia Floriani. Mais il a un immense défaut, qui est l'intolérance de l'esprit. Il croit que la suprême vertu est de s'abstenir du péché, oubliant que ce qu'il y a de plus sublime dans l'Évangile, c'est l'amour du pécheur repentant. On lui a appris à secourir les malheureux, au besoin à les plaindre, non à les traiter en égaux. Il admet l'aumône, mais non les réformes sociales. Comme Chopin, le prince Carol parle du peuple avec condescendance. Il n'admet pas que le salut du genre humain puisse s'accomplir sur terre. C'était en somme tout le conflit politique entre Chopin et Sand. Naturellement, Carol s'éprend de Lucrezia, qui le soigne comme un de ses enfants. Elle aime avec un mélange de pudeur et d'emportement qui lui donne un charme irrésistible. Lucrezia croit, comme elle a cru chaque fois, à la continuation indéfinie de cet amour céleste. Elle se donne au prince et ils ont quelques semaines de bonheur. Puis se révèle le caractère égoïste du délicieux Carol. Il devient jaloux, intolérant et intolérable. Plus il est exaspéré, plus il se montre poli et réservé, et l'on ne peut juger du degré de sa fureur qu'à celui de sa courtoisie glacée. Cette lutte constante finit par user la malheureuse Lucrezia. Elle perd sa beauté, elle devient jaune et flétrie. Elle souffre d'être condamnée à une vieillesse prématurée par les mauvais traitements d'un amant qui ne la respecte pas. Elle n'aime plus Carol, elle sent qu'elle se brise. Un matin, elle meurt subitement. Ainsi, le roman finit de manière abrupte et peu vraisemblable, comme la vie. C'était une leçon et c'était un avertissement destiné à Chopin. L'étrange est que celui-ci ne se reconnut point du tout. C'est Delacroix qui raconte que Sand fit un soir une lecture de Lucrezia Floriani pour lui et Chopin. J'étais au supplice pendant cette lecture, dit Delacroix à Madame Jaubert. Le bourreau et la victime m'étonnaient également. Madame Sand paraissait absolument à l'aise et Chopin ne cessait d'admirer ce récit. À minuit, nous nous retirâmes ensemble. Chopin voulut m'accompagner et je saisis l'occasion de sonder ses impressions. Jouait-il un rôle vis-à-vis de moi? Non, vraiment. Il n'avait pas compris et il persista dans l'éloge enthousiaste du roman. Peut-être aussi l'extrême décence de Chopin lui commandait-elle de feindre l'impassibilité. Pourtant, il commençait à sentir qu'il fatiguait et qu'il ennuyait. Malgré toute la bonté de Georges, elle était lasse. À un malade qu'on a si longtemps soigné, on en veut de ne pas guérir. La toux persistante irritait malgré elle la grande travailleuse parce qu'elle troublait la paix de Nord. Journal de Chopin, je suis une charge, la toux martyrise mon âme, Aurora ne vient plus que rarement, elle ne peut pas m'entendre tousser, elle travaille beaucoup, je ne la regarde pas dans les yeux, je suis couché et mes yeux regardent les champs, mon cœur est vide, que je souffre. Les amours commencent par de grands sentiments et finissent par de petites querelles. La vie en commun d'un groupe d'êtres humains engendre nécessairement des conflits. Quand le mariage et les affections de famille permettent de surmonter ceux-ci, tout s'arrange. Mais dans la liberté d'une liaison, tout casse, et c'est pourquoi le mariage est le seul lien que le temps puisse resserrer. À Nohant, en 1846, tout en apparence semblait gaieté, poésie, génie. On lisait, on composait, on courait les champs, on se baignait dans la rivière, on jouait des tableaux vivants, des charades et des ballets, mais la paix n'était pas dans les cœurs. George Sand avait invité à vivre à Nohant, puis adopté, une jeune fille, Augustine Brault, qui était une lointaine cousine du côté de sa mère. Elle était la fille d'une femme entretenue, et celle-ci, Adèle Brault, vile et mûrissante, avait pensé à tirer parti de la jeunesse de sa fille, qui à 17 ans était ravissante. Sand, protectrice naturelle des affligés, était intervenue, avait offert une indemnité en échange d'Augustine, et fait de celle-ci la compagne de ses enfants. Maurice, comme cela est naturel, avait bien accueilli, peut-être trop bien, cette jolie fille. Solange, qui était la seule des habitants de Nohant qui se souvint que le baron du Devant était un baron, avait joué à la baronne et traité sa cousine du haut de sa grandeur. Deux camps s'étaient formés, Sand et Maurice protégeant Augustine, Solange et Chopin l'attaquant. Le temps était à l'orage, la tension à Nohant monta,
George Sand renvoya coup sur coup 2 vieux serviteurs. Chopin, qui n'aimait pas les changements, protesta, et l'intrusion de cet hôte dans la vie de la famille fut blâmée par Maurice. Jean, domestique polonais de Chopin, échangea avec Suzanne, cuisinière de Sand, des injures d'autant plus graves que les antagonistes ne se comprenaient pas du tout. Non était devenu antipathique à Chopin. À part Solange, qu'il préférait, comme tout amant qui retrouve dans la fille l'image rajeunie de celle qu'il aima, et aussi parce que, comme lui, celle que sa famille appelait la baronne avait de vigoureux préjugés de classe, tous étaient en butte à ses froides colères. Il traitait la pauvre Augustine avec une amertume effrayante. Maurice, attaqué par Chopin sur ses rapports avec sa cousine Braud, parla d'abandonner la maison. Cela ne pouvait pas et ne devait pas être, dit Sand. Chopin ne supporta pas mon intervention légitime et nécessaire. Il baissa la tête et prononça que je ne l'aimais plus. Quel blasphème, après 8 années de dévouement maternel, mais le pauvre cœur froissé n'avait pas conscience de son délire. En novembre 1946, Chopin quitta Nohant, comme il faisait chaque hiver pour rentrer à Paris. Il était loin ce jour-là de penser qu'il n'y reviendrait jamais plus. Il continua d'envoyer à Sand des lettres amicales et souvent gaies, mais quand il écrivait à d'autres correspondants, il se mit à critiquer cette famille avec une liberté narquoise qui ne doit jamais exister à l'égard des tiers, dans l'amour ni même dans l'amitié. Le nouveau sujet d'irritation, c'était le mariage de Solange. Solange, qui ressemblait physiquement à sa bisaïeule Aurore de Saxe, était une beauté blonde, d'un naturel froid et bizarre, toujours prête à faire n'importe quoi par esprit de contradiction. Un peu folle, elle avait les hardiesses de sa mère sans en avoir le génie. « Tu as un bon cœur, mais trop de violence dans le caractère », lui avait écrit Sand quand elle était encore enfant. Le mauvais caractère était resté, le bon cœur était moins apparent. Solange était jalouse de Maurice, d'Augustine et même de sa mère. Les rapports entre parents et enfants sont aussi difficiles et aussi dramatiques que les rapports entre amants. Tant que les enfants sont jeunes, ils sont pour les parents des objets et les parents croient les modeler à leur image. L'enfant qui grandit, qui développe une volonté, qui devient sujet libre, étonne et irrite ses parents. Le jouet charmant se transforme quelquefois en adversaire. Une mère comme George Sand, en échange d'un dévouement incontestable, attend obéissance et dévotion. Maurice les lui donnait. Solange était rebelle. La mère ne supportait pas chez la fille une indépendance qu'elle avait jadis revendiquée pour elle-même. Or, entre mère et fille, les amours déçus peuvent aller jusqu'à la haine. Médecin et mère étaient d'accord pour penser qu'il serait prudent de marier Solange dès ses 18 ans. Au début de 1847, elle était fiancée avec un berrichon bien né, Fernand de Préau, union aristocratique et convenable qu'approuvait Chopin. Elle paraissait contente et vint à Paris avec sa mère pour y commander son trousseau. Là, soudain, fit irruption dans leur vie un personnage bruyant et désordonné, un ci-devant cuirassier devenu sculpteur, se conduisant partout comme au café du régiment. Auguste Clésinger avait écrit à George Sand une lettre pleine d'emphase et de fautes d'orthographe. Des nus hardis exposés au salon venaient de lui valoir un succès assez scandaleux. Il demandait l'honneur de faire le buste de George Sand, puis celui de Solange. Les séances de pose durent troubler la jeune fille, car le buste achevé, elle refusa d'épouser son fiancé Berrichon et déclara qu'elle aimait Clésinger. Sa mère la ramena précipitamment à Nohant, mais Clésinger apparut à la Châtre et en vrai forcené arracha le consentement de Sand. Celle-ci donna comme raison de sa prompte décision un projet d'enlèvement ébauché d'accord avec Solange par le cuirassier déchaîné. Il faut que ce mariage se fasse impétueusement et comme par surprise. En réalité, si nous remarquons que le premier enfant du ménage Clésinger naquit avant terme 6 semaines trop tôt, le mariage rapide se trouve peut-être expliqué. George Sand écrivit à son fils Maurice « Surtout pas un mot de tout cela à Chopin, cela ne le regarde pas, et quand le Rubicon est passé, les si et les mais ne font que du mal. » George Sand était assez généreuse pour se retenir sur la route de la haine et elle n'y entra jamais. Mais ses nerfs étaient à bout. La seule chose qu'elle voulait désormais savoir de Chopin, c'était comment il se portait, rien de plus. Solange, calomniatrice infatigable, raconta que sa mère avait dans la rue tourné le dos à Chopin. C'était faux. La scène finale, tragique dans sa simplicité, a été racontée par Chopin lui-même. « Je suis allé hier, dit-il, chez Madame Marliani, et en sortant, je me suis trouvé dans la porte de l'antichambre avec Madame votre mère qui entrait avec Lambert. J'ai dit un bonjour à Madame votre mère, et ma seconde parole était s'il y avait longtemps qu'elle avait reçu de vos nouvelles.
Il y a une semaine, m'a-t-elle répondu. Vous n'en aviez pas hier, avant-hier? Non, dit-elle. Alors je vous apprends que vous êtes grand-mère. Solange a une fillette, et je suis bien aise de pouvoir vous donner cette nouvelle le premier. J'ai salué, et je suis descendu l'escalier. Sand a elle aussi raconté cette dernière rencontre. Je pensais que quelques mois passés dans l'éloignement guériraient cette plaie et rendraient l'amitié calme, la mémoire équitable. Je le revis un instant en mars 48. Je serrai sa main tremblante et glacée. Je voulus lui parler, il s'échappa. C'était à mon tour de dire qu'il ne m'aimait plus. Je lui épargnai cette souffrance et je remis tout aux mains de la Providence et de l'avenir. Je ne devais plus le revoir. Il y avait de mauvais cœurs entre nous. Il y en eut de bons aussi, mais qui ne surent pas s'y prendre. Il y en eut de frivoles qui aimèrent mieux ne pas se mêler d'affaires délicates. Ainsi va la vie. Deux êtres sont l'un pour l'autre ce qu'il y a de plus précieux au monde, mais il y a dans cette communion quotidienne une part immense d'habitude. Transplantez-les, éloignez-les l'un de l'autre, et les voici qui poussent des racines dans une terre nouvelle. À celui à qui l'on a tout dit, on ne peut se résoudre à dire des riens, et le silence s'établit. On imagine avec compassion Sand et Chopin, dans cet escalier de la rue de la Ville-l'Évêque, s'éloignant chacun de son côté, sans se retourner. La révolution de 48, merveilleux espoir aux yeux de Sand, émeute absurde aux yeux de Chopin, ne pouvait que les éloigner davantage. D'ailleurs, Chopin ne survécut guère à la rupture, puisqu'il mourut dès 1849. On a dit qu'à son lit de mort, il aurait murmuré « Elle m'avait pourtant promis que je ne mourrais qu'entre ses bras », mais un seul témoin prétend avoir entendu cette phrase, et il est peu probable qu'elle soit authentique. Ne jugeons point. Ils ont beaucoup souffert l'un par l'autre, et par la nature même du lien qu'ils avaient tenté de nouer, ils devaient souffrir. Confondre l'amour avec la maternité, c'est préparer un inévitable échec. Espérer qu'un tel amour pourra durer malgré les changements, malgré les années, malgré la fatigue et la maladie, cela était aussi téméraire pour Chopin et Sand que pour Liszt et Marie Dagout. Les enfants qui consolident un mariage sapent et détruisent une liaison. L'échec était inévitable, mais j'ajouterai ce que je vous disais la dernière fois de Musset. Ne regrettons rien, les souffrances des artistes ne sont jamais vaines. Je vous ai raconté la naissance du prélude de la goutte d'eau. En cette nuit terrible de Valdemosa, Chopin croyait recevoir pesantes et glacées sur son cœur les gouttes d'eau qui tombaient en mesure sur le toit de la Chartreuse. C'était un affreux cauchemar. Hors de ce rêve douloureux, il a fait le prélude adorable qui, loin de nous attrister, nous plonge, vous l'avez senti si fort tout à l'heure, dans une émotion douce et apaisante. Telle est la vie de l'artiste. Des malheurs, des trahisons, il commence par souffrir jusqu'à se croire mort. Puis, sans même en être conscient, il enchâsse ses mots dans un prélude, dans un roman, dans un sonnet. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Or, poésie, c'est délivrance. Et quand un Chopin a composé son prélude, quand un Baudelaire a écrit son poème, il retrouve la paix de l'âme. Cette vieille maison de Nohant a-t-elle entendu des plaintes, des querelles? A-t-elle vu répandre beaucoup de larmes? Je ne sais. Mais de ceci nous sommes certains, qu'elle a vu naître des œuvres immortelles, et par là elle est sanctifiée. Je vous conseille, si vous passez par le Berry, d'y aller en pèlerinage. C'est un des hauts lieux de l'esprit. Regardez le petit bureau sur lequel fut écrite Indiana, l'atelier de Delacroix, la chambre de Flaubert, le piano de Liszt. Puis vers le soir, allez vous asseoir sur la pelouse sous les grands cèdres. Écoutez, par les fenêtres du salon bleu ouvertes sur le parc, nous arrivent des bouffées de la musique de Chopin. Elles se mêlent au chant des rossignols et à l'odeur des rosiers que planta Sand. Écoutez, deux grandes voix semblent nous dire « Ayez confiance, homme de peu de foi, il peut tout de même y avoir en ce monde de la tendresse et de la beauté. » Je vous ai rappelé au début de ce cours que Sand, parlant de Marie Dorval, écrivait « C'est une âme admirablement belle, généreuse et tendre, avec une vie pleine d'égarements et de misère. Je t'en aime et t'en respecte d'autant plus, ô Marie Dorval. » L'âme de la dame de Nohant était-elle aussi généreuse et tendre? Le cœur de Chopin était noble et fidèle. L'amour qui avait uni pendant leur vie leurs esprits fait de nous, pèlerins passionnés, ses intercesseurs, pour les réunir aujourd'hui et à jamais dans l'éternité de leur art. Et les tristes gouttes d'eau de la Chartreuse, tombant en groupes égaux et monotones, au cours d'un orage aussitôt oublié, sur les pics fauves de Majorque, chantent encore dans la belle prose de Sand et dans les douces harmonies de Chopin,
Tels sont les miracles de l'art. Cette conférence a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 18 septembre 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits